d'expérience à la fois passée chez Jolibox, Birchbox, mais aussi des premiers recrutements chez M. Il y a un feeling personnel qui est très difficile à expliquer, enfin exprimer avec des critères objectifs, mais qui joue beaucoup. C'est un peu comme quand on recherche un appartement, qu'on se voit habiter ou pas dans un lieu. Il y a des gens en recrutement, c'est pareil. Lorsque l'idée d'Instant RH a émergé, le nom de François Morier est très vite apparu. Cet entrepreneur passionné et confirmé, cofondateur d'M Skincare, a longtemps été discret. Rares étaient ses prises de parole publiques. Alors forcément, ça nous a intrigués. Était-ce de la timidité, une volonté de se préserver? Rien de tout cela. On s'est dit qu'il était préférable de le demander directement à l'intéressé. C'était un lundi. Je lui ai demandé comment il se sentait. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait se lever ce matin-là. Alors, je suis très content d'être le premier, en tout cas, pour ce podcast. Je suis bien. Et qu'est-ce qui m'a fait me lever ce matin? Je pense beaucoup de choses à faire pour M, mais avec une volonté, une envie de les faire. Donc, pas du tout quelque chose de péjoratif ou comme un lundi qu'on peut vivre un peu difficile. J'ai fait plein d'activités ce week-end, je suis bien et je suis souvent content de débuter la semaine parce que je sais qu'il va y avoir plein de choses. Je sais que je serai satisfait à la fin de la semaine, le vendredi, après avoir fait tout ce qu'on avait à faire. Donc j'aime bien m'y attaquer et m'y atteler quand on a des choses et c'est loin d'être quelque chose qui me barbe, bien au contraire. François a un parcours qu'on peut qualifier d'atypique, mais ça on y reviendra plus tard. Il a cofondé Jolibox, qui est devenu ensuite Birchbox à l'âge de 22 ans. Et j'ai voulu savoir comment ça se passe au niveau du recrutement quand on commence à entreprendre si jeune. C'est vrai que c'était jeune, même très jeune, avec le recul. Et, j'ai beaucoup d'anecdotes qu'on pourrait sortir à ce moment-là, mais je terminais mon diplôme. J'avais pas encore 22 ans, justement. J'allais sur mes 22 ans, mais vraiment au tout début, j'avais encore 21 ans. Mais donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, déjà au départ, on n'avait même pas forcément une vision de management et de recrutement. C'est venu avec le projet parce qu'il a vite décollé, qu'on s'est bien trouvé, qu'on s'est bien entouré. De fait, on a eu besoin de recruter entre guillemets par la force des choses, mais c'était pas forcément la volonté initiale. On avait nous fait d'autres projets pendant qu'on était étudiants qui n'ont jamais vraiment décollé et qui n'ont jamais vraiment dégagé de l'argent. Donc en fait, notre objectif initial, c'était, je me souviens très bien parce qu'avec mes compères associés, c'était un peu ce qu'on s'était initialement mis en tête, c'était avoir pour objectif de monter un projet ensemble et réussir à se payer. Donc, en fait, c'était déjà un peu à s'auto-manager avant de manager les autres. Mais le fait est qu'au bout de quelques mois, et parce que ça a bien pris, on a dû recruter. Et je pense que ça fait partir des premières expériences et aussi premières erreurs, enfin, premier plein de choses. On a tendance, surtout jeunes, à s'entourer de jeunes. Et donc, qui fait que les premiers recrutements, pour des raisons aussi budgétaires, etc., sur des stagiaires ou des juniors, on se retrouvait avec des gens qui avaient grosso modo le même âge que nous. Disons, la première phase de taille d'équipe, jusqu'à une dizaine de personnes, je pense que la moyenne d'âge, c'était 18-21 ans. Parce qu'en fait, on avait des stagiaires qui étaient étudiants, des jeunes qui sortaient d'études comme nous, et l'équipe initiale, les plus âgés, avaient 22-23 ans. C'était de fait plus délicat et difficile pour nous d'aller recruter des personnes plus seniors, même si on l'a fait par la suite, bien sûr. La chose que je retiens au début, quand on recrute et qu'on commence à manager à 22 ans et sans expérience de management, c'est un management, disons, que je qualifierais plutôt de naturel, à savoir prendre des gens à qui on se sent proche au niveau âge, univers, etc. Et c'est un peu par facilité de management. Et c'était un management, je pense, en tout cas, moi, à titre personnel, un management par un peu à la cool, disons. Et c'était plus une ambiance amicale, amie, que vraiment avec des process RH et tout, qu'on n'avait d'ailleurs pas du tout au début. Les premiers recrutements, je me souviens très bien, ils étaient faits en terrasse de café ou dans un bar. Et voilà. Tu avais une appétence pour ça ou est-ce que parmi tous les cofondateurs de Jolibox, tu t'es un peu mis en retrait ou c'est quelque chose qui t'a tout de suite plu? Je dirais ni l'un ni l'autre. Je me suis pas mis en retrait parce que j'ai rapidement ressenti le besoin et que donc ça allait être une aide, de l'aide précieuse que de pouvoir déléguer. Maintenant, j'ai pas ressenti non plus une appétence de dingue puisque j'ai toujours beaucoup aimé faire les choses et c'est quand j'avais trop de choses à faire que
bah, je me disais, oui, ça va être bien si quelqu'un peut m'aider. Mais c'était pas non plus, je me disais pas, ah, je vais devenir un chef d'orchestre, je vais plus rien faire. Enfin, en tout cas, je vais juste faire et je vais m'épanouir complètement uniquement dans le management. Le fait de déléguer et de manager, bon, les deux vont ensemble, c'est avéré un des axes les plus délicats ou difficiles, je pense, c'est dans l'apprentissage sur le terrain et par l'entrepreneuriat. Et c'est en même temps celui où il y a le plus d'enjeux et de challenges. Avec un très bon projet, si derrière il y a une mauvaise structuration, une mauvaise équipe, tout peut s'écrouler. Et vice-versa, avec un projet de base un peu moyen, avec une super équipe derrière qui va le challenger et l'emmener plus loin, ça peut faire décoller les choses. Ça me fait penser, quand je t'entends, tout de suite à ta vision du management qui, de fait, a dû évoluer entre l'année où tu as cofondé Jolibox et aujourd'hui, donc la rentrée 2020. Est-ce que toi, tu vois une évolution sur ta personne, en fait? Oui, ça c'est sûr. La vision entre 22 ou 32, après, je pense que fondamentalement, euh, sur ce qui est intrinsèque à ma personnalité, ma vision des choses, elle n'a pas changé parce que ma personnalité n'a pas beaucoup changé. Et j'aime toujours faire les choses avec bonne humeur ou avec bon esprit, avec bienveillance et en fait me sentir bien, que les autres se sentent bien au travail et que ce soit presque un peu pas un amusement, mais en fait j'aime bien avoir vraiment une bonne ambiance de travail. Pour moi, c'est vachement important, très important. Et je pense que c'est ce que j'ai gardé de cette époque et de ce management initial qui était plus amical qu'autre chose et qui l'était trop parce qu'il n'y avait pas les bonnes barrières. C'est juste qu'entre-temps, avec la maturité, l'expérience et ma vision aujourd'hui des choses, c'est en même temps bien séparé, bien équilibré entre le côté bonne ambiance, bon esprit, etc. Et en même temps, le côté très sérieux. Ça ne veut pas dire que dès qu'à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas, je vire complètement, que je suis lunatique. Pas du tout. Parce que même, justement, il y en a tous les jours, hein, des problèmes, des problématiques. Je sais toujours le prendre avec une certaine, entre guillemets, distance, être toujours dans le positiver, voilà, je dirais la bonne humeur, faire des blagues. Quand on voit vos parcours atypiques à Mathilde Lacombe, donc ton associée et à toi, on pense tout de suite que ça doit avoir une incidence sur votre recrutement parce que vous ne sortez pas du cursus un peu classique business comme on a tendance à voir en France. Est-ce que tu dirais qu'il y a une certaine ouverture d'esprit dans vos recrutements? Est-ce que, en d'autres termes, l'humain et les compétences comptent plus que le CV? C'est une très bonne question qu'on se pose au quotidien et à chaque recrutement, même si on ne fait pas forcément des recrutements tous les jours, mais c'est important. C'est une ouverture d'esprit de façon générale dans notre approche de l'autre, même hors des recrutements. Hein, donc, c'est une ouverture d'esprit sur quand on contacte des gens pour des partenariats, des partenaires ou autres, mais aussi dans les recrutements. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on prend le contre-pied tout le temps des choses et qu'on omet les parcours ou les profils, disons, un peu plus typiques. Je pense parfois au contraire. Et c'est aussi faire la part des choses. Ça ne veut pas dire que parce que nous avons un profil et un parcours atypique avec Mathilde, qu'on va recruter que des profils atypiques. Pour que vous compreniez bien, François fait là référence à sa formation de designer industriel dans une école d'art qu'il a intégrée post-bac. On est aussi conscient, justement, par ce vécu personnel, que le parcours qu'on a eu, et en tout cas moi que j'ai eu, mais Mathilde c'est assez similaire, il est très singulier et je suis conscient que d'autres personnes qui ont fait mon école, qui ont mon profil, n'ont pas aujourd'hui forcément les compétences, ont des compétences différentes et que je me suis aussi détaché quelque part du parcours typique qu'on pouvait faire dans ma filière et ce qui fait que ça rend c'est un peu à double tranchant. Oui, on a une ouverture d'esprit. Maintenant, ça peut être aussi, ça peut être, ça rester plus délicat de recruter sur des parcours ou profils atypiques, mais c'est sûr qu'on les regarde, on prend tout en considération en fait. On s'arrête pas juste au CV et la personnalité, comme tu disais, compte énormément. Il y a plusieurs critères principaux, mais il y a la personnalité, le fit personnel avec l'équipe, les compétences professionnelles, le parcours et le CV, bien sûr. Et puis après, mais c'est important, on y reviendra peut-être, mais c'est aussi un fit, une appétence vraiment pour le produit, pour l'univers et pour la marque sur laquelle on est. Diplômé d'une grande école d'art, François n'a pas choisi le cursus classique, école de commerce ou ingénieur, des formations qui sont pourtant légion dans le milieu de l'entrepreneuriat. Alors forcément, on lui a posé la question pour savoir s'il en avait quelque part souffert.
Je n'avais pas souffert personnellement parce que je pense qu'à l'époque, j'ai réussi à bien tirer mon épingle du jeu. J'ai cohabité à la fois dans les deux univers, entre mes études et les gens que je côtoyais aussi hors de l'école, qui n'étaient pas forcément des étudiants designers. Parce que c'est souvent aussi très cloisonné. C'est les étudiants de l'école de commerce traînent entre eux, les étudiants designers école d'art traînent entre eux. Oui, Et moi, bien sûr. j'avais les deux parce qu'à côté, j'étais dans un foyer d'étudiants, il y avait tous les profils et parcours. Je savais à la fois me mêler, où j'étais complètement immergé dans l'univers artistique et voilà des écoles d'art, et en même temps avec les écoles de commerce dont je fréquentais les étudiants, je voyais bien le truc. À chaque fois, j'étais un peu le caméléon, et j'ai plutôt tiré mon épingle du jeu. Je pense que souffert de cette dominance en effet des écoles de commerce et des grandes écoles en général, mais aussi Sciences Po, les écoles d'ingénieurs pour l'entrepreneuriat, qui très tôt ont mis en place des incubateurs, etc. Oui, donc en fait, on t'a pas du tout mis dans la case des créas. Sur notre première aventure entrepreneuriale, mais c'était quelque part voulu. On était chacun dans notre domaine de compétences. On était 5 associés, donc on était très nombreux. On représentait chacun une compétence. Moi, je représentais la créa. Donc, c'est sûr que par contre, à ce moment-là et à ce titre-là, j'ai été un peu mis dans la case créa. Et c'est vrai que en revanche, post-parcours étudiant et se lancer dans l'entrepreneuriat. Une fois entrepreneur et dans notre première aventure, Jollybox, Birchbox, oui, là, j'ai été un peu étiqueté ou catalogué créa plus que entrepreneur. À ce moment-là et dans l'évolution de mon parcours, c'est quelque chose, souffert, c'est un grand mot, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a de plus en plus travaillé. Enfin, en gros, plus je m'épanouissais, plus je ressentais l'envie d'entreprendre à part entière et pas juste faire de la créa ou être designer, entrepreneur avec des associés qui font autre chose, et j'avais envie de vraiment toucher à tout. Je pense que pour Mathilde, c'était la même chose, et c'est une des grandes raisons qui nous a motivés à quitter Birchbox en 2018 et à se lancer dans notre projet pour vraiment justement toucher à l'entrepreneuriat à 360. J'aimerais aborder avec toi la notion de bien-être que tu as, il semblerait, hérité quand même de ton enfance en Bretagne et qui est, je trouve, aussi au cœur de la marque M. Est-ce que toi, tu as à cœur de mettre cette pratique, cette vision du bien-être dans ton management ? Oui, ça c'est sûr. Maintenant, je pense que je l'ai eu par mon enfance et on était une famille nombreuse en Bretagne et surtout on avait une approche toujours avant que le bio soit à la mode. C'était quelque chose de très important pour mes parents. Le made in France et le bio. Hein, donc moi j'ai des phrases, je me souviens depuis que je suis tout petit, moi je regardais sous les jouets s'il y avait écrit made in China ou si c'était made in France. Et je savais que il valait mieux trouver une idée de cadeau ou de jouet made in France que made in China. Et sur la nourriture, c'est pareil. L'industriel, j'en ai pas mangé jusqu'à mes 18-19 ans. Après, je me suis gavé de cordon bleu pendant 3 ans, voilà, jusqu'à ce que ça me gave. On a été baigné, je pense, dans cette relation au bien-être, en tout cas par l'alimentation, nous, et puis par je pense, un bon cadre familial et de vie avec beaucoup de bienveillance. Et que je pense qu'on cherche aujourd'hui à avoir au sein de M, même si c'est pas forcément moi, mon historique familial personnel qui a lancé et motivé M. Mais Mathilde, je sais, partage tout à fait cette vision-là. Elle a aussi un historique familial et personnel assez similaire au mien. C'est ce qui motive aussi dans le projet de M et des valeurs qu'on souhaite porter. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, une bonne équipe ? Et est-ce que chez M, vous êtes plus équipe à taille humaine ou alors dans une volonté de croissance, chose qu'on retrouve quand même chez beaucoup de startups ? Pour répondre simplement, non, c'est pas une vision croissance dans le sens, on n'a pas comme KPI la taille de l'équipe. C'est-à-dire, c'est pas vite, faut être gros, on veut être gros, et donc pour ça, faut qu'on soit 20 demain. Au contraire, on veut, sur les curseurs qu'on souhaite avoir, c'est une vision clairement ambitieuse et challengeante pour M, et parce que c'est ce qu'on aime aussi à titre perso, et quand on se lance dans un projet pro, et surtout après Jollybox, Birchbox, c'est placer le curseur assez élevé sur l'ambition, mais avec un recrutement et un management le plus modéré possible, à savoir les meilleurs recrutements possibles pour avoir le plus longtemps possible une petite équipe, mais très efficace et avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Et on est convaincus avec Mathilde, et aujourd'hui, on est très content d'avoir atteint, disons, cette première étape. On va bientôt arriver à une petite dizaine de personnes, en comptant aussi les filles, l'équipe de la boutique, mais qui est
équipe de M à part entière, à un premier stade de recrutement où on sait qu'avec cette première équipe, déjà, on est allé vraiment, je pense, assez loin, juste Mathilde et moi, quitte à en surprendre certains et des fonds d'investissement qu'on pouvait rencontrer, des banques, des entrepreneurs ou autres, de fait qu'on soit resté très longtemps juste tous les deux. Combien de temps à peu près? Plus d'un an. Oui. Les premiers recrutements ont été initiés en septembre l'année dernière, 2019. Donc, en fait, depuis septembre et cet hiver, ça a été vraiment une phase un peu plus, disons, plateau, avec un ralentissement sur une première année à une croissance qui était extrêmement forte, là, justement, et qui était justement le temps de la structuration et dont on avait clairement besoin. On avait atteint clairement les limites du tout gérer tout, juste par tous les deux. Donc là, c'était vraiment un soulagement et une motivation de pouvoir enfin s'entourer et trouver les bonnes personnes avec lesquelles, là, on sait, on va pouvoir aller bien plus loin en second, deuxième, troisième palier. C'est marrant parce qu'avec M, au début, on a un peu pas répliqué comme on a fait avec Jolibox au début, hein, mais les premiers recrutements ont été faits très vite, un peu sur pas sur des coups de tête, mais ils ont été faits très vite, sans forcément de process, parce qu'à l'époque, justement, on n'avait pas encore mis ces process avec Mathilde en place. On a beaucoup fonctionné au feeling jusque-là, et les premiers recrutements ont été faits un peu comme ça au feeling. Après, c'est sûr que c'est une vision un peu comme ça à long terme, avec aujourd'hui des process qui sont établis, de pouvoir rencontrer, voir la personne individuellement, ensemble, plusieurs fois, prendre le temps de la réflexion, puis aussi comme ça, au fur et à mesure, de se mettre un peu des règles, comme par exemple, ne pas s'arrêter au premier coup de cœur, même si on est sûr que la personne au profil a l'air super, se forcer à en voir 4-5 autres, d'expérience à la fois passée chez Jolibox, Birchbox, mais aussi des premiers recrutements chez M. Il y a un feeling personnel qui est très difficile à exprimer avec des critères objectifs, mais qui joue beaucoup. C'est un peu comme quand on recherche un appartement. Est-ce qu'on va rentrer? Est-ce qu'on se voit? Il y a un truc, on se voit habiter ou pas dans un lieu. Il y a des gens en recrutement, c'est pareil. On va avoir pendant le recrutement et complètement indépendamment des compétences professionnelles, il va y avoir un truc où on se voit ou pas travailler avec cette personne, on la voit porter avec nous le projet, aller plus loin, se côtoyer au quotidien, etc. C'est quand même engageant, un recrutement. Et je pense qu'en effet, dans le passé, des moments où on a eu des doutes ou trop de doutes, après, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Et concrètement, il y a une fois où vous n'avez pas recruté quelqu'un à cause d'un mauvais feeling pour toi ou pour Mathilde? Ah oui, ça c'est sûr. J'ai pas d'exemple spécifique en tête, mais je sais que moi, ça m'est déjà arrivé un entretien. Je fais un entretien, j'ai plutôt un bon feeling. Je me souviens ici d'un profil ou et puis en fait, Mathilde la voit ou là, puis non, elle a pas du tout le même feeling ou elle le sent pas. Elle m'explique pourquoi ou vice versa. Et dans ces cas-là, on va pas plus loin, hein, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Hein. Mathilde me partage un truc, machin, et puis j'émets des doutes ou des réserves. Ça peut être sur un profil en recrutement ou sur un projet, un partenariat ou autre. Et dans ces cas-là, on va réaliser le truc. En off, François m'avait confié qu'entre recruter 2 personnes à 27K chacune et une seule à 50K, il choisissait la seconde option. Un choix que toutes les entreprises ne peuvent pas forcément se permettre. Je lui ai demandé si c'était une règle à laquelle il ne dérogeait pas et qu'il suit depuis ses débuts. C'est quelque chose qui s'est plutôt esquissé et qui a été mis en avant et justement un peu dans notre vision des choses pour M. Encore faut-il se le permettre. Justement, le truc, c'est un peu un leurre et je pense qu'on a été biaisé par ça quelquefois dans le passé. Peut-être sur du très court terme, parce qu'on se dit, on n'a que le budget pour prendre quelqu'un et donc en fait on s'oriente vers du junior, sorti d'école, sans expert, ce qui est aussi très bien. Il y a des recrutements qui sont comme ça, qui sont top, hein. Mais quand c'est, disons, un recrutement par le bas et juste on cherche quelqu'un de super et qui, dans l'idéal, aurait de l'expérience, etc. Mais en fait, comme on peut pas financièrement, on prend quelqu'un qui n'a en fait pas vraiment encore les épaules pour le poste. En fait, on va
on va perdre en efficacité, en productivité, et au final, sans forcément s'en rendre compte, au bout d'un moment, quand on va agrandir l'équipe structurée, on va recruter une deuxième personne parce que justement la première ne comble pas tout ce qu'on pourrait attendre d'elle. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec deux personnes qui, dans le fond, si au début on avait pris la bonne personne bien payée, c'est-à-dire avec voilà, forcément ce que vaut quelqu'un qui a de l'expérience et qui arrive avec un certain bagage, et qui n'aurait pas forcément eu cette entre guillemets problématique-là. Mais c'était, je sais, je suis conscient que c'est un luxe entre guillemets. Oui et non. Je pense que c'est une part entre une vision. Il faut partir avec cette vision au départ. Et moi, je suis aujourd'hui convaincu et contre la structuration, le management qui tourne avec des stagiaires, essentiellement des stagiaires, des salariés un peu déguisés en freelance, des trucs voilà un peu de magouille. Je pense qu'au final, ça dessert beaucoup de choses. C'est bien aussi de prendre des jeunes. Et alors, je suis pas du tout contre. Au contraire, j'ai beaucoup d'exemples dans le passé où on a eu des personnes qui sont restées même jusqu'à mon départ chez Birchbox et qui ont commencé en stage, puis alternance, puis qui sont restés, ou qu'on a recruté vraiment juniors sortis d'école, mais parce qu'on cherchait des profils juniors. Quand on cherche des profils juniors, c'est très bien. Mais là, en tout cas, nous aujourd'hui chez M, la vision qu'on a préféré arrêter avec Mathilde, dès le départ, c'est se dire, OK, on va constituer un peu l'équipe clé initiale avec des profils managers, indépendants, autonomes, et de fait, c'est pas des responsabilités qu'on peut demander à une stagiaire ou quelqu'un qui sort d'école. On a besoin de quelqu'un qui a un parcours, qui a une expérience forte dans un domaine en affinité avec le poste, etc. Donc, c'était des critères là-dessus assez arrêtés et sérieux et qui étaient aussi très importants. Le management n'est pas, je peux pas dire que c'est une passion, quelque chose qui me motive ou dans lequel j'ai envie de me donner aussi corps et âme. Donc, c'est aussi bien d'avoir des gens sur qui on peut d'emblée compter. Et demain, quand l'équipe grandira, ce seront eux qui recruteront et manageront aussi. Donc, c'est la construction d'une pyramide par le haut et pas par le bas. Toi, ça fait 9 ans que tu travailles dans l'univers de la beauté. Et M est quand même une marque qui est a priori plus destinée aux femmes. Est-ce que votre équipe est mixte ou est-ce qu'elle est composée à majorité de femmes à l'image de sa cible ? Elle est composée à majorité de femmes, exclusivement de femmes. Je suis le seul homme. Mais après, chez Birchbox, c'était un peu pareil. Il y avait 80% de femmes, je pense. Dans l'univers de la beauté des cosmétiques, il y a cette affinité forcément plus féminine. Maintenant, c'est pas un critère en soi, loin de là. Et parfois, justement, on fait l'effort un peu pour avoir un peu de parité. On aimait en avoir chez Birchbox, on aimerait en avoir chez M. Maintenant, c'est dans les faits, je ne sais pas si c'est à l'image beaucoup du marché en général, mais chez Birchbox, là où il y avait des hommes, c'était la tech, la compta, la finance, la direction. Alors, est-ce que c'est malheureusement une espèce de reproduction du schéma un peu classique de l'entreprise et de là où on trouve des hommes, des femmes? C'est entre guillemets pas fait exprès. Chez M, les seuls profils masculins qu'on a, en fait, ils sont en externe. On n'a pas encore internalisé ces compétences-là, mais sur justement pareil, sur la finance ou la compta, la tech, où là c'est que des hommes. La logistique, c'est mixte, et c'est souvent ça. Maintenant, dans la beauté et sur des postes plutôt produits, marketing, il y a beaucoup de femmes. En fait, il y a beaucoup de femmes. C'est aussi proportionnel. Il y a énormément de CV féminins. Donc, de fait, on en retient plus facilement que des masculins. De mémoire et d'expérience, quand on a fait un peu l'effort ou l'exercice dans le passé de prendre un homme sur un poste comme marketing, communication, ça n'a pas forcément bien, entre guillemets, converti derrière, justement. Il y a le sexisme dans les deux sens. La parité est bien, mais on ne cherche pas. Ce que je veux pas, c'est chercher une espèce de fausse parité ou de faux trucs. C'est un univers, moi, dans lequel que j'ai découvert par mes stages et pendant mes études. Mon papa a fait toute sa carrière dans les cosmétiques, mais voilà, mais sur un poste tech. Donc bon. Est-ce que tu as vécu un événement RH marquant qui t'aurait fait opérer un virage à 360 dans ta vie pro ou alors qui t'a conforté dans ta vision du management, peut-être dans tes débuts? Dans notre aventure entrepreneuriale, j'ai pas vécu une expérience qui m'a
marqué ou suffisamment marqué pour faire un revirement. Je pense que c'est plutôt une construction, c'est une succession de petits événements RH et de découvertes. Voilà, entre le management, comme je disais tout à l'heure, à 22 ans, les premières erreurs, l'évolution des choses qui font que je suis arrivé là où je suis aujourd'hui et qu'on a la vision qu'on a aujourd'hui avec Mathilde. Une anecdote où quand j'étais étudiant, mon premier stage qui était chez L'Oréal, c'est là où j'ai découvert d'ailleurs l'univers des cosmétiques. C'était le premier entretien de toute ma vie que j'ai eu, qui était un entretien RH. Déjà à l'époque, je savais même pas qu'il y avait des entretiens RH, puis des entretiens équipe. Et j'étais vraiment, voilà, c'est une anecdote plutôt marrante parce que sur le coup, j'étais vraiment arrivé les mains dans les poches en basket. Et je pense que franchement, j'avais vraiment loupé l'entretien. Et pourtant, elle m'a quand même fait rencontrer les équipes après parce que je pense qu'ils cherchaient en même temps vraiment un stagiaire pour l'été en design. Ils constituaient une cellule de design au sein des équipes L'Oréal. En plus, c'était novateur, donc c'était super intéressant. Et heureusement, l'entretien avec les équipes après, s'est super bien passé. Là, il y a eu un vrai bon fit et puis même le stage en lui-même après. Donc, parce qu'au final, j'ai quand même été retenu, mais ça a été un premier gros learning, je pense. On peut dire à un 360 ou 180 à ce moment-là. Et ça m'a fait un peu prendre conscience de ce que c'est un métier, trouver un métier, ce que c'est un entretien. Et que là, par contre, en effet, dans les écoles et dans nos écoles spécifiquement d'art, on est, je pense, moins préparé à ça que dans des écoles de commerce où ils font dès la première année, en fait, même les concours d'entrée, il faut qu'ils soient en costume et tout pour les entretiens. Là, je me suis un peu pris une claque. J'étais sorti de l'entretien en me disant, là, c'est mort, hein, c'est sûr que je l'aurais pas. Et puis le lendemain, elle m'a appelé pour me dire que je voyais les autres équipes et qu'après, elle m'a rappelé pour me dire que c'était bon. Et puis le stage s'est super bien passé et l'entretien RH de fin de stage c'est super bien passé. Et je suis retourné quelques années après mes études, parce qu'il y avait j'avais entre guillemets les critères pour pouvoir être recruté, avoir un poste chez L'Oréal. Et puis, à la sortie de mes études, j'avais fait un peu le truc de recrutement onboarding. Et puis après, en fait, on est parti dans nos aventures et j'ai laissé tomber. La boucle est bouclée. La boucle est bouclée, voilà. Je voulais savoir si tu avais trouvé l'équilibre entre vie pro et vie perso. Après, comme M est la deuxième entreprise que tu fondes, est-ce que ça t'a permis d'avoir un peu plus de recul? Oui, beaucoup. Et je pense que c'est aussi des choses qu'on fait de façon très différente d'à l'époque. À l'époque, il y avait une motivation, une excitation par la jeunesse qu'on avait et la jeunesse du projet, le développement du projet. Avec ce qu'on a fait, ce que c'est devenu, on avait des étoiles plein les yeux et on buvait chaque semaine et chaque avancée. Et donc, on était pleinement investi dedans. Et quand je dis pleinement, c'était au moins la première année, c'était H24, week-end compris, on terminait le soir à 23h minuit, on n'avait pas de vie perso. La vie perso, c'était je squattais à droite à gauche, je me souviens parce que j'avais même plus de logement, parce qu'au début je comptais quitter Paris. C'était le projet. Et aujourd'hui, c'est aussi quelque chose de très important qu'on a voulu, qui nous a motivés dans M et dans la façon dont on a fait M au début avec Mathilde et qu'on souhaite faire perdurer, c'est l'équilibre entre vie pro et vie perso. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous les deux besoin d'une coupure et on fait de fait les choses différemment. Aujourd'hui, j'ai plus envie de bosser. J'ai plus envie parce que c'est plus fatigant. Puis en fait, je suis aussi moins productif, je pense, de finir des journées à pas d'heure, de jamais avoir de coupure. Je pense que ça aide beaucoup à organiser les choses et les idées, à prendre du recul que de faire une coupure. Je pense que j'ai jamais fait de rush pour M à finir un soir à minuit. Même la première année, on était que tous les deux avec Mathilde. Même quand il y avait des rushs, quand c'est intégré comme une routine ou un besoin, même s'il y a beaucoup de choses à faire, on ne s'est jamais privé de couper, parce que pour nous, c'est indissocié, c'est ce qui nous permet derrière de bien faire les choses. Les quelques fois, justement, j'ai un peu enchaîné en finissant un soir un peu plus tard, en réenchaînant tout de suite le matin. Je me rends compte, quand j'ai pas pu faire de coupure le soir, de l'effet que ça a. Quand il y a beaucoup de choses, des problématiques, etc., je vais au sport, je me détends, ou avec de la méditation, des choses comme ça, de la relaxation. En fait, souvent, c'est à ce moment-là où je vais avoir comme des déclics où les choses s'organisent,
déjà, ce qui paraissait très compliqué le paraît moins. C'est pas non plus aussi magique et tout le temps comme ça. Donc, je sais pas comment c'est interprété quand ça je le donne raconte. envie, hein. Ça donne envie, mais c'est quand même assez vrai. Donc, c'est pas non plus, c'est quand même assez vrai. Hein. Quand il y a beaucoup de choses, c'est dans des moments off, justement, que émergent des pistes de solutions, de réflexion, et que clairement, en tout cas, c'est sûr, tout comme le sommeil et dont on a besoin de bien dormir, c'est à ce moment-là, je le ressens, que les idées se mettent en ordre. Vous vous rappelez l'entretien RH Cata de François chez L'Oréal ? Après cette expérience pro, il rejoint Orange où il rencontre Mathilde Lacombe qui deviendra ensuite son associée. Mathilde est à la com, François au design. Et là, François se rend compte qu'elle est la cousine d'un très bon ami, Martin. Ce dernier fera ensuite également partie de l'aventure Birchbox. J'ai voulu savoir si la double casquette associé-ami était quelque chose de facile à vivre. C'est une question, c'est un sujet extrêmement important, sensible, dans le sens où on le sait pour beaucoup, et dans beaucoup de projets, c'est une des raisons, des causes principales de fail, en fait, ou de clash, hein, même des super projets qui, au final, explosent en plein vol parce que en fait, les associés ne s'entendent plus du tout. Et être ami à la base ne facilite pas forcément les choses. C'est à double tranchant. Et nous, on a eu de la chance d'être plutôt sur le bon tranchant. C'est-à-dire que c'est à la fois super et super important, je me rends compte, de savoir et de connaître les gens avec qui on travaille. Parce que c'est déjà difficile sur un recrutement. Quand on s'associe, ça l'est encore plus. Et quand on ne connaît pas de base la personne, ça rend plus difficile les choses. Mais au moins, il n'y a pas l'affect qu'il y a sur des relations d'amitié et qui peuvent être en même temps aussi déclencheurs de beaucoup de conflits. En fait, le risque principal, c'est de s'associer à quelqu'un parce qu'on apprécie cette personne. Et puis, en fait, dans un projet pro, ça peut se révéler complètement néfaste et c'est ce qui peut parfois un peu allumer la mèche. Et justement, toi, tu as toujours entrepris à plusieurs. L'entrepreneuriat en solitaire, c'est pas quelque chose qui t'attire ? Non, c'est pas quelque chose qui m'attire parce que j'ai un côté, ça c'est sûr, beaucoup vous le diront, mais indépendant, voire solitaire, mais en même temps et surtout professionnellement, j'ai besoin de l'autre et des autres, d'être en équipe, de côtoyer des gens, d'être dans une dynamique d'équipe et de pas être tout seul. Et je me rends compte, et d'autant plus avec M, où on a pris à bras le corps le sujet de l'entrepreneuriat avec Mathilde et avec toutes les problématiques qui se posent derrière, je me rends compte de la chance et de la force que c'est que d'être à deux pour réfléchir et pas tout seul. Pas que pour réfléchir, hein, c'est bien souvent, c'est pour s'appeler, pour partager, pour discuter. Et je pense que quand on est seul, et je le vois et on le lit et on l'entend beaucoup, les entrepreneurs seuls, ils se questionnent, ils doutent, ils ont du mal. Donc je pense que pour beaucoup de raisons, être seul, c'est objectivement compliqué, plus compliqué. Au départ de chez Birchbox, où forcément il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées et de changements, je me suis aussi un peu posé cette question et voyant Mathilde, qui est partie la première, etc., soit je partais et on faisait quelque chose ensemble et voilà, je repartais dans un projet avec l'associé, etc., soit je me disais, soit je reste chez Birchbox et ou je pars ou je partirai peut-être plus tard, mais dans ces cas-là, j'ai aujourd'hui rien ni personne avec qui pour faire un projet ou m'associer. C'était entre guillemets apprendre ou à laisser. J'étais convaincu, c'est ce qui m'a aussi beaucoup motivé à avoir eu ce déclic à ce moment-là, c'était dire d'un projet où je ne serai pas seul et je sais bien accompagner, au contraire, où je pourrais accompagner moi plutôt Mathilde, c'est quelque chose qui était vraiment important pour moi et qui m'a motivé. Et côté RH, c'est 50-50 ? Aujourd'hui, côté RH, c'est 50-50. Alors, Mathilde s'occupe plus, forcément, c'est quand même un peu réparti dans au moins l'ownership, pour avoir un peu le scope qui soit bien pris, sur ce qui n'était pas entre guillemets, dans nos cordes ou initialement. Mathilde a davantage pris la partie RH, aussi juste pour les contrats, etc. Après, sur les recrutements, les entretiens, le process, c'est 50-50.
Parce que déjà, après, ça va dépendre de qui on recrute, qui sera en lien ou managera la personne, où on est encore aussi un peu sur du 50-50, quoique ça doit je pense que c'est important à un moment de le clarifier, hein, surtout pour les gens quand ils sont là, de savoir à qui ils reportent, etc. Et que même si pour nous c'est 50-50, ou ça l'est aussi sur certains axes, il faut que ce soit parfois par contre bien clarifié. Et tu as mentionné précédemment ton départ de Birchbox, enfin votre départ à tous les deux avec Mathilde. Est-ce qu'il faut passer par un processus psychologique un peu lourd quand on quitte une boîte qu'on a montée, comme dans ton cas avec Birchbox, ou est-ce que toi, tu verrais plutôt ça comme un renouveau? Est-ce que je peux répondre les deux? Oui, tu peux. C'est à la fois, il y a forcément un questionnement initial, le moment où on se dit allez, je vais le faire, je pars. Il y a quand même tout un peu une vague un peu de crainte, oui, de crainte mêlée à de la nostalgie qui nous envahit. Et en même temps, c'est un renouveau, et je pense que c'est le renouveau et la recherche du renouveau qui l'emporte et qui motive à partir. Sinon, on reste. Ou sinon ou sinon on part ou on reste, mais pas pour les bonnes raisons. Ce qui fait qu'on part pour les bonnes raisons, c'est de se dire, ok, j'ai fait le tour, on a vécu quelque chose de bien, il peut y avoir de la nostalgie, de la crainte et des questionnements, mais c'est vraiment l'envie de challenge et de renouveau qui l'emporte. Ça a été une période particulière, en effet, ça c'est sûr. Particulière parce qu'à la fois avec énormément de choses qui se sont passées, du stress aussi quand même, faut le dire, de tout quitter. En plus, à titre perso, à ce moment-là, j'ai un peu tout remis à plat pour repartir à zéro, donc changer de logement, il fallait que je vende un appart. Bref, sans rentrer dans le détail, j'avais très peu de temps pour faire beaucoup de choses. Et je me suis retrouvé à un moment où j'avais plus de repères parce que c'était assez compliqué parce que je savais que il y avait Mathilde m'attendait et comptait sur moi. Il y avait il y avait un challenge. Il y avait beaucoup de choses à faire, à prouver ou à se prouver. Et en même temps, le cadre était pas encore établi. Donc là, il y a eu un moment, je dirais, de quelques mois, 2-3 mois de transition qui n'ont pas été évidents et qui étaient entre les deux, qui étaient entre le départ et le confort qu'on quittait et de le retrouver. Mais je me souviens d'avoir utilisé cet exemple pour rassurer un peu dans l'entourage proche, notamment la famille, les parents, etc. De dire, parce qu'ils s'inquiétaient aussi beaucoup, parce qu'au départ, ils comprenaient pas tout de suite en tout cas. Puis après, ils ont compris, ils ont même très bien compris et complètement supporté l'idée, le projet. Mais pas forcément au départ. Et donc aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ne comprenaient pas? Je pense parce que d'un point de vue extérieur, comme aussi beaucoup de gens autour de nous, des amis et tout, ils voyaient déjà notre situation et c'est sûr. Je me souviens de mon petit frère à ce moment-là qui me disait, mais qui lui aussi au tout début, quand je l'ai exprimé l'envie de partir, ne comprenait pas. C'était que il trouvait que j'avais une situation que déjà, lui rêverait d'avoir et qui, entre guillemets, qui sait qu'il l'aura pas. Donc, il comprenait pas pourquoi je quittais une situation qui semblait déjà idyllique, entre guillemets. Après réflexion, discussion et en exprimant tout le contexte et les motivations ça a aussi c'est pour ça que c'est important de discuter. Ils sont pas avec nous au quotidien et après ils ont complètement compris. J'ai l'impression que l'intuition a quand même une grande place dans ta vie pro. Dans ma vie pro, dans la vie perso, et je pense que ça l'est aussi pour Mathilde, elle le dit souvent. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on partage. Et oui, c'est sûr, l'intuition. Après, il faut faire attention parce que parfois l'intuition peut jouer des tours. Et spécifiquement, tu vois, sur une partie RH, on ne peut pas uniquement tout remettre à l'intuition. On a fait des erreurs aussi comme ça dans le passé. Parfois des recrutements qu'on veut trop processiser. En fait, tu vois, on se rend compte que l'intuition, on va dû prendre, en tout cas le dessus, n'a pas eu assez sa place et ça n'a pas marché. Et à l'inverse, parfois, à faire trop feeling à l'intuition, ça marche pas non plus. Il y a aussi besoin de vérifier, d'avoir un peu de process, comme on disait tout à l'heure, de voir plusieurs personnes, de vérifier du parcours, de la personnalité, etc., etc. Les périodes d'essai qui sont faites aussi là pour vérifier certaines choses. Donc, c'est important. C'est une part importante, mais je ne fonctionne pas exclusivement à l'intuition. Vous vous recadrez vachement tous les deux si c'est assez important pour vous, j'imagine doit y avoir un… Oui, alors on va dire ça comme ça, on se recadre quand l'intuition part trop en cacahuète, peut-être. Je voulais te poser une question sur les réseaux sociaux et M qui est quand même très actif sur Instagram. Tu vois, tu es mis en avant sur ce réseau social. Est-ce que ça te plaît comme exercice ou est-ce que tu dirais que c'est un passage un peu obligé
Alors, c'est une bonne question. Enfin, c'est intéressant. Je dirais pas que c'est un passage un peu obligé. C'est un passage qui est, je pense, important dans la transparence de l'entreprise et pour partager ce qu'on fait, la façon dont on les fait. C'est pour ça que Mathilde avait souhaité qu'on soit tous les deux mis en avant. Moi, clairement, j'en suis gratifié, j'en suis très content. Maintenant, c'est pas non plus quelque chose à titre perso que je recherche. Je dirais presque au contraire, j'aime pas être dans la lumière et être mis sur un piédestal ou autre. Chez Birchbox, Jollybox, je pense qu'on peut chercher. Enfin, j'ai pas dû être cité une seule fois comme cofondeur ou entrepreneur dans l'histoire de Jollybox. Je prenais jamais la parole sur quoi que ce soit et tout. À l'inverse, quand même, ce que je disais, et comme je disais tout à l'heure, moi j'avais l'étiquette créa et je m'occupais de la créa. Et voilà, c'est au bout d'un moment ce qui m'a un peu manqué ou frustré. Et de le fait de le découvrir chez M, même si je l'ai pas fait pour ça et pour être mis en avant, c'était pas du tout, même au début, moi c'était comme acté avec Mathilde que c'était elle qui portait le projet qui serait mis en avant et qui prendrait tout le temps la parole. Aujourd'hui, et de fait, je suis en train de discuter avec toi, j'en suis très content et je sais que ça fait partie aussi de cette confiance et de l'équilibre qu'on a avec Mathilde et de cette mise en avant qui est partagée, dont je suis super content. Je pense qu'aussi c'est en challenge personnel et en gratification, c'est quelque chose dans lequel je me suis peut-être un peu révélé ou découvert et que j'apprécie beaucoup. Mais loin de moi l'idée d'être mégalo ou de vouloir d'un coup trop prendre la parole, parce que c'est pas non plus. Je suis de base plutôt stressé sur les prises de parole en public, etc. Donc je l'ai peut-être pris aussi en premier lieu comme un exercice, un challenge perso pour dépasser cette crainte ou ce stress-là. Oui, tu as eu des retours assez positifs. Oui. Je peux encourager. Je pense, oui, parce que pareil aussi, quand on est tous les deux, quand on a fait des interviews, des vidéos sur Instagram ou des Q&A, on en a fait 2 pendant le confinement, on avait fait une vidéo avant la boutique. Je pense qu'aussi, on dégage la sincérité qu'on a. En fait, on triche pas. Donc, quand on triche pas et que c'est vrai, c'est facile Et ça se sent. Voilà, ça se sent. Et je pense que ça, on nous le dit souvent. Et on nous le dit d'autant plus quand on est tous les deux ensemble. Alors, j'aimerais qu'on clôture cet entretien sur les key learnings du confinement. Donc, on est dans une période qui est quand même très particulière, pour ne pas dire inédite. Et on a vécu un printemps très lourd, aussi bien psychologiquement pour certains qu'économiquement. Et j'ai envie de te demander à toi, est-ce que le confinement a ouvert des perspectives chez M ? Est-ce que vous avez instauré de nouveaux process ? Et puis, dans un second temps, si tu peux me répondre sur un plan un peu plus personnel. Alors, c'est sûr que sur M, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, comme je disais tout à l'heure avec Mathilde, pendant plus d'1 an, on a été que tous les deux et on a beaucoup travaillé à distance. C'était aussi un peu une volonté d'avoir un agenda, une grande flexibilité. Et en quittant Birchbox, qui avait pris une structure et voilà, très établie avec beaucoup de monde, on vient au bureau, on fait, enfin voilà, tous les jours, normal, comme tout le monde. Et là, c'était de retrouver un peu cette liberté et cette flexibilité. C'est vrai que quand on a commencé à recruter, on a commencé à se sédentariser et à prendre des bureaux et en tout cas moi à titre perso à venir au bureau tous les jours, alors qu'en plus ils sont quasiment en bas de chez moi, donc voilà, j'avais entre guillemets pas de raison de ne pas y aller, mais c'était une période un peu difficile. Il y a eu beaucoup de choses, il y a eu les recrutements, en plus avec l'hiver, le Covid qui est arrivé, c'était pas évident. Et en fait, peut-être aussi avec le recul, je sentais que on se remettait dans ce rythme de bureau, entre guillemets, train-train, etc. Et c'est pas forcément ce qui nous avait fait la force de M au début et notre bien-être et bon équilibre pro-perso. Et donc, de fait, le confinement, quelque part, est arrivé un peu comme un moment pour nous de rappel. On a été forcés de tous télétravailler et être à distance. On l'a très vite fait et bien fait parce qu'en fait, on a tout simplement réappliqué ce qu'on avait fait avec Mathilde pendant 1 an et demi et avec 3, 4 autres personnes. On a fait 2 recrutements pendant le confinement, des personnes qui sont arrivées dans l'équipe, je veux dire. Donc, qu'il a fallu onboarder, former à distance, en visio. Donc ça, par contre, avec Mathilde, on n'avait jamais fait ça. Mais ça a quand même été d'une simplicité. On a été, je pense, d'une très grande productivité pendant le confinement parce qu'on a été coupé de plein de choses extérieures, sans doute superflues quand on est sollicité par plein de choses dans un projet. On s'est reconcentré sur l'essentiel et le fait d'être à distance, ça nous a, je pense, en fait, on a vraiment bossé sur ce sur quoi il fallait au moment où il fallait. Ça n'a fait que ancrer le fait que la distance, le télétravail, le fait d'être parfois dans un cadre différent, d'être chez soi,
et au bureau, c'est aussi peut être très productif. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a souhaité garder. Aujourd'hui, pas mal de boîtes l'ont gardé parce qu'on est encore en crise Covid et que, voilà, surtout dans les boîtes où il y a beaucoup de monde, le télétravail est resté. Mais nous, on a d'emblée un peu repris. Alors, on a un peu pris le rythme habituel, mais qu'on avait un peu historiquement avec, disons, un rythme classique, c'est lundi et vendredi en télétravail. Et en fait, on concentre tous les rendez-vous, les meetings sur 2-3 jours où on est tous ensemble. Et en fait, le mix entre les deux, à la fois pour du bien-être perso et pro, je pense que c'est le meilleur équilibre. Et si de nouveau c'est bien fait avec les bonnes personnes qui sont autonomes, matures et qu'on n'a pas besoin d'aller surveiller, c'est un peu ça le côté péjoratif, en tout cas tel qu'est vu le télétravail, ou en tout cas initialement en France, c'est le côté s'il est chez lui, on ne sait pas ce qu'il fait, machin, on se pose des questions. Et pour la personne qui télétravaille, elle se ressent au final encore plus redevable de faire des choses, de montrer sa présence, de se connecter sur le chat. À partir du moment où on a levé cette petite barrière, ça permet d'avoir, je pense, une grande productivité. C'est sûr qu'avec le confinement, full télétravail, c'était quand même un peu difficile, d'autant plus qu'en perso, on pouvait rien faire d'autre à côté. Donc, on termine la journée, on ferme l'ordi, on fait des squats sur le tapis et puis on se rassoit. Alors, c'était un peu dur, un peu difficile, mais ça a mis en avant le fait de, OK, il faut pouvoir se voir. Quand même, on en a besoin et c'est important parfois pour faire avancer les choses. Mais aussi, c'est bien d'être un peu dans son cocon et dans sa bulle. C'est bien d'être dans son cocon et dans sa bulle. Ainsi se clôt ce premier entretien d'Instant RH. Merci à François Morier et merci à toute l'équipe Payfit.